Bonjour, d'abord, merci d'être venu converser sur ce sujet qui est un sujet important pour vous et pour nous. Je voudrais dire que la production la plus responsable, c'est aussi parfois celle qu'on ne fait pas. C'est pas une provocation, c'est juste de dire que la multiplication des assets, penser qu'on va encore multiplier par 5 les assets et que ça n'aura pas d'impact ni social ni environnemental. Voilà, on peut se raconter des histoires, mais il ne faut pas qu'on se raconte trop d'histoires non plus. Moi, j'aimerais, comme il y a des acheteurs dans cette pièce, qu'ils mesurent les productions que vous n'utilisez pas par la suite. Parce que quand on a un budget de production, le premier réflexe qu'on connaît, nous, du côté des agences, c'est est-ce que vous pouvez aussi, du coup, faire le behind the scene dans la même enveloppe? Est-ce que vous pouvez aussi rajouter les 3 trucs? Est-ce que, en fait, on n'a pas pensé, il y a des 6 secondes, des bumpers qui... Voilà, donc ça commence souvent... On se parle d'anticipation, mais il y a plein de choses qui sont souvent pas très anticipées, qui arrivent en fin de course. Et moi, j'aimerais qu'en fin de course, on mesure ce qui a vraiment été utilisé. Ce que nous, on a téléchargé sur des plateformes et qui ne sera jamais utilisé, le nombre de productions, etc. Je vous dis tout ça parce que nous sommes ensemble producteurs de contenu. Les gens, ils ont imaginé des technologies pour les éviter. Je voudrais qu'on médite cette phrase quand même. Les gens, ils ont inventé des technologies pour éviter les contenus qu'on produit. Il y a des gens qui ont inventé des technologies pour hacker des contenus qu'ils ne veulent pas payer, puis il y a des gens qui ont inventé des technologies pour nous éviter. Une fois qu'on s'est dit ça, la question est de savoir est-ce qu'on doit crier plus fort, du coup, pour se faire entendre? Je ne suis pas sûr. Parce que quand vous embêtez les gens, l'idée de crier plus fort n'est pas forcément la meilleure solution. Ou est-ce qu'on doit devenir plus utile et plus pertinent? Nous allons devoir collectivement apprendre à chuchoter. Je trouve ça pas mal parce que finalement, ça fait partie des économies d'énergie et des économies environnementales. C'est celle de parler moins et mieux et de parler utile. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, quelle perspective pour demain? Je vais appeler la première table ronde sur un sujet qui nous est hyper cher, c'est est-ce qu'on ne se parlerait pas de produire français? Pourquoi pas? De relocaliser nos productions. Ça a l'air d'une folie, dite comme ça. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai commencé ce métier au Parlement européen, donc je n'étais pas du tout dans ce métier. J'étais à la commission cinéma. Et j'ai travaillé pour une loi qu'on appelle l'exception culturelle française. C'est une loi qui permet aux entreprises de production cinématographique française d'avoir des économies d'impôts liées au fait de produire en France. Il y a dans cette loi, à l'alinéa 2B, 2 exceptions qui ne peuvent pas bénéficier de cette exception culturelle, que sont le cinéma à caractère pornographique et le cinéma à caractère publicitaire. Je vous laisse méditer ce sujet. Les images que nous produisons, ce sont toutes les images que nos enfants vont voir sur les médias sociaux partout. Ce sont tous les imaginaires que nous véhiculons derrière. Je vous dis, aujourd'hui, nous ne sommes plus, ou très peu, en mesure de produire en France. C'est un sujet, parce que derrière une production qui est massivement faite ailleurs, circulent aussi des images, des imaginaires, des territoires, des images de nature, des images qui sont forcément d'ailleurs. C'est dommage que nous n'ayons pas notre place dans ces imaginaires-là. Si on se parlait un peu de relocaliser en France. J'accueille 2 stars. Je vais mettre au milieu de vous. Allez. Peut-être un petit mot sur les enjeux. Bonjour.
Sur les enjeux, alors pour que ce soit clair, on vous a mis quelques datas, comme ça c'est plus simple et on voit sur les bases effectives de quoi on parle. Donc si on peut, voilà, donc de quoi on parle en France. C'est quoi le marché français de la production, en tout cas sur la partie film. C'est une production à peu près de 1500 films par an. Alors quand je parle de films, il n'y a pas dans ces 1500 films les milliers de contenus digitaux, sociaux, qui sont aussi de la vidéo, qui ne sont pas compris là. Les 1500 films-là, on parle dans notre langage des TVC, c'est-à-dire des films publicitaires, si je peux le dire de façon un peu plus caricaturale. C'est plus de 3000 jours de tournage, ça représente environ 3000 jours de tournage. C'est 270 millions d'euros d'investissement, en tout cas sur ce sujet-là. C'est un peu plus de 35% des tournages qui se font à l'étranger, en volume, mais en valeur, quand on prend au niveau budget, c'est quasiment 60% du marché, en tout cas de ce marché-là, en valeur qui part dans des pays étrangers pour le tournage. Si on peut avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, avec un problème bien connu qu'on connaît très très bien en France, c'est effectivement aussi un sujet de compétitivité financière, de compétitivité sur les coûts de production, puisqu'on a effectivement des réglementations, enfin des sujets en tout cas en France qui sont assez lourds sur ce sujet-là. On a notamment en France un statut très particulier sur les talents, sur les artistes avec lesquels on travaille, comme vous le savez en France, avec un statut spécifique que sont les intermittents, avec un taux de charge sur les intermittents qui est extrêmement élevé, puisqu'il est à 65%, ce qui n'existe pas dans les autres pays. Donc tout ça, rajoutant des coûts supplémentaires. Et quand on se compare aux autres pays, la France est en moyenne, effectivement, à peu près plus 6% plus cher, si je mets le UK à part, plus 6% plus cher que les autres pays, en tout cas les pays de l'Ouest européen. C'est en moyenne plus 12% plus cher que l'Afrique du Sud ou des pays d'Amérique du Sud. Entre 15 et 20% par rapport, et notamment sur les pays de l'Est, qui se renforcent en plus, où vous avez certains pays, comme c'est précisé là, comme la Serbie par exemple, qui ont des programmes d'incentive, ou la Hongrie sur la partie des contenus. C'est pour ça notamment que Netflix est fortement implanté à Budapest, par exemple, c'est que ces pays-là accordent des avantages fiscaux pour favoriser la production de contenu, production publicitaire dans ces pays-là, donc qui remet une couche supplémentaire sur la compétitivité qu'on peut avoir sur ces coûts de production. Si on parle le slide suivant, s'il vous plaît. Donc l'objectif, comme le dit Bertille, tout ce marché-là, pourquoi est-ce que nous, on ne réfléchirait pas à voir comment on peut rapatrier une partie de ces productions chez nous? On s'est fixé un objectif, en tout cas dans les différentes réunions, les différents travaux qu'on a fait. Alors, il faut savoir que toutes ces réflexions ne concernent pas que la ACC, puisque l'intégralité des syndicats professionnels sont intégrés dans cette réflexion. Il y a l'EPFP, il y a le syndicat des techniciens, tout le monde a été réuni et on travaille tous ensemble sur ce sujet-là. C'est important à préciser, parce que c'est une démarche qui est venue de nous, mais qui est partenariale avec l'intégralité des acteurs. Donc quand on parle de 50% en tout cas de cet objectif d'essayer de rapatrier 50% des productions, c'est 600 journées de shoot supplémentaires en France, c'est 80 000 journées d'emploi, et je vous parle, on peut rajouter derrière tous les avantages fiscaux, la TVA, enfin je vous passe tout, on n'a pas tout détaillé parce que sinon ça serait beaucoup plus lourd, mais il y a tout ça derrière, et c'est près de 90 millions d'euros d'investissement réinternalisés. Et pour faire le lien avec la présentation précédente, c'est des gains, effectivement, 2 fois moins d'émissions de CO2. Pour être tout à fait, c'est mécanique en fait. À partir du moment où on prend plus l'avion, on se déplace plus. Ou par exemple, ce qui est très, très présent sur le marché automobile, qu'on ne déplace plus des véhicules notamment, c'est sûr que les bilans carbone s'en trouvent très fortement optimisés. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Et un autre sujet aussi qui est très important, qu'on a voulu rajouter là, qui n'était pas dans les
dans les discussions initiales, mais l'évolution technologique fait que ce sujet-là devient important. C'est aussi l'arrivée de ce qu'on appelle progressive, de ce qu'on appelait avant la production virtuelle, qui maintenant est symbolisée sous le terme XR. Le terme XR, en fait, fusionnant l'intégralité des technos, c'est-à-dire la R, c'est-à-dire la VR, la réalité mixte, la réalité virtuelle, qui sont effectivement fusionnés sous ce statut-là. Ce sont des studios, ce qu'on appelle avec des écrans à LED, etc. Donc, comment ça fonctionne? Pour justement faire le lien avec avant, je vais prendre un exemple complètement caricatural et basique. Je dois aller faire un tournage dans un pays où il y a effectivement des conditions météorologiques particulières. Je dois tourner à une certaine heure de la journée parce que le soleil est à cette heure-là exactement à l'endroit que je veux, etc. Bah, j'y vais, j'envoie mes équipes, mes produits, mon tournage, etc. De façon caricaturale, demain, j'envoie 1 ou 2 personnes qui vont filmer à 360 l'endroit prévu à l'heure que je veux. Je ramène les images, je la projette sur mon mur à LED derrière et je tourne en studio. Donc il fait plus de déplacements, un bilan RSE, là j'en parle même pas, nous on avait fait des tests, on arrivait notamment pour l'automobile à des gains de près de 90% sur ces sujets-là. Et puis évidemment, là sans parler parce que ça va être la table ronde suivante, l'arrivée de l'intelligence artificielle fusionnée à toutes ces technos-là, qui fait que ça va effectivement renforcer les capacités de tournage et de production in-house et qui, pour une certaine partie, après si j'ai besoin d'aller tourner des égéries qui ne veulent pas se déplacer, évidemment je serai obligé d'y aller, mais ça fait partie de cet objectif de réinternalisation. Il y a aussi toute la partie technologique qui va avec. Donc voilà pour vous dresser un peu le panorama global, en tout cas avec les données. Et après, là-dessus, je vais passer la parole à Gauthier, parce qu'il y a eu pas mal d'hypothèses, pas mal de sujets, beaucoup de réflexions. On est avancé, on a reculé, on est revenu, etc. Donc je vais laisser Gauthier vous expliquer. On est français, en fait. Sur ce sujet, ce qui est intéressant, c'est la schizophrénie de nos métiers. On ne se pose pas vraiment la question au quotidien de quel est l'intérêt d'une relocalisation en France. Par contre, si demain on nous parle d'une relocalisation d'un service achat en Pologne, là on va se dire ah bah non, c'est pas possible, il faut garder une culture en France, il faut absolument être sur le marché. En fait, tous les métiers sont les mêmes. On n'aime pas à un moment offshorer les métiers et on sait très bien que l'offshorisation des métiers, elle est dangereuse parce qu'elle est toujours drivée par une valeur baissière. L'enjeu de tout ce dispositif, c'est de créer de la valeur. Et c'est comment reconnaître la valeur et tout simplement comment motiver le progrès. Pourquoi est-ce qu'on doit relocaliser la production en France si au final, dans cette présentation, on voit qu'elle va coûter plus cher, qu'elle va être avec plus de lois sur l'écologie, etc., qui demandera plus d'investissement. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait l'accompagner ? Tout simplement parce qu'il faut à un moment, défendre l'excellence française, c'est déjà un devoir qu'on a tous à faire. L'excellence, on l'a vu tout à l'heure en création, en production. Il faut défendre des métiers, car sinon ces métiers, ils seront toujours destructeurs de valeur. Et puis pour nous, il faut à un moment qu'on accompagne cette démarche de progrès. Alors c'est vrai qu'on a eu énormément de discussions pour réfléchir à comment accompagner ce mouvement de faire peut-être demain moins de production à l'international et comment redonner de la valeur aux annonceurs qui auraient le courage d'investir en France en production. Et accompagner, c'est-à-dire comment tout simplement on peut aider financièrement. Il y a eu énormément de discussions, comme le disait Fred, c'est du roller coaster, on est en France, avec est-ce qu'on peut avoir une discussion sur un crédit d'impôt ? Est-ce que l'on peut faire baisser des taxes ? Est-ce que l'on peut créer une loi ? Est-ce que l'on peut avoir un dispositif sur l'achat d'espace qui reconnaîtrait tout simplement qu'une production locale, il y a un dispositif de dégressif fait, pourquoi pas, avec des médias. Il y a eu des discussions de est-ce que l'on pourrait mettre un dispositif sur l'achat d'espace sur une production française coûterait moins cher qu'une production internationale, etc., etc. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on ne doit pas aller dans une stratégie de malus. On doit être dans une stratégie de bonus. Une stratégie de bonus, elle va être aujourd'hui orientée sur
Est-ce qu'on doit aller sur une création d'un label, par exemple un label 3E, écologie, sociétale, économique, et donc à un moment de faire reconnaître la localisation en France? L'enjeu le plus important, c'est de corréler 2 points. Le premier point, c'est de pouvoir à un moment utiliser les ministères de tutelle et les ministères qui encadrent l'ensemble de ce marché. Comme le disait Frédéric, ce n'est pas juste le marché de la publicité, hein, mais c'est celui de la production, c'est celui de tous les acteurs de cette industrie, et de dire la France est un métier coercitif sur lequel nous avons beaucoup de lois, souvent qui nous obligent, qui nous contraignent, et donc de montrer à un moment qu'il y a toute une industrie qui veut participer. Et donc c'est comment aujourd'hui, nous pouvons répondre, et comment donc le gouvernement, comment les instances publiques peuvent nous aider à répondre à une localisation française et reconnaître ces localisations françaises, notamment dans les contrats climat, notamment, Caroline le racontait tout à l'heure, sur les calculs. Ça, c'est la première chose, c'est de participer et donc de se faire reconnaître et donc d'avoir un bénéfice pour les entreprises qui le font. Donc, comment les entreprises qui osent relocaliser, elles sont accompagnées et reconnues par les instances publiques dans cette localisation. Le deuxième point qui est sûrement le plus important, c'est le citoyen. Parce qu'en fait, on fait tous de la publicité pour créer des imaginaires pour le citoyen. On a déjà eu la première convention citoyenne, elle nous a permis des démarches de progrès, elle a été compliquée. On avait tous peur à un moment, là encore, des démarches coercitives qui pouvaient arriver. Il faut quand même qu'on réfléchisse à comment on va accompagner ce citoyen, lui faire comprendre que produire en France, pour lui aussi, c'est mieux. Parce que c'est là où notre métier peut être plus protégé. Et il faut que nous protégeons notre métier. Notre métier crée de la valeur économique, de la valeur démocratique, de la valeur sociale, mais il faut qu'on le protège. Parce que plus on va produire à l'étranger, moins on créera cette valeur, et le citoyen, pour un moment, pourra tout à fait à justesse de propos attaquer sur notre métier en disant la publicité ce n'est pas responsable, c'est polluant, c'est pourvoyeur de surconsommation, etc. Donc tout l'enjeu pour nous aujourd'hui dans cette localisation, qui est un combat qu'on gagnera, hein, c'est juste qu'il faut savoir travailler avec la France, donc c'est un travail de long terme, c'est de donner une valeur à la relocalisation. Une valeur qui soit aujourd'hui reconnue par les instances publiques, financière, reconnu par les médias, donc par les vecteurs de diffusion, et reconnu par le citoyen. Alors on a ouvert beaucoup de chantiers, des portes se ferment, d'autres se rouvrent. On est allé jusqu'à penser à avoir un soutien dans les régions comme la logique de cinéma, comment nous accompagner sur les fonds de région pour financer, de créer une PPL, etc. Il y a beaucoup d'écoute au gouvernement, il y a beaucoup d'écoute au Parlement, donc aussi bien Assemblée nationale que Sénat. L'enjeu, évidemment, dans notre pays, c'est toujours d'aligner les forces et de tomber dans le bon calendrier et de réussir à faire résonner les différents ministères, qui peuvent être le ministère de l'économie, qui est absolument crucial pour l'impact que cela a, le ministère de l'emploi, on l'a vu sur l'emploi, le ministère de l'écologie, et je pense que c'est quelque chose qui doit être clairement mis en avant, et donc à un moment de réussir à coordonner tout ça. On avance aujourd'hui vers un label, donc qui doit être reconnu par l'ensemble des interprofessions, donc aussi bien évidemment les annonceurs, aussi bien les diffuseurs, aussi bien les agences, l'ensemble de l'écosystème opérant pour valoriser tout simplement cette production locale. Mais Bertil, tu as sûrement... Non, c'est super. Mais un label EE ou un label France Production, peu importe, mais ce qui est en jeu derrière, hein, encore une fois, c'est un enjeu écologique, économique, un enjeu aussi d'imaginaire et de création. Je vais juste conclure là-dessus, hein, c'est que notre métier, ça reste un tout petit fil entre les métiers de la création et les métiers du commerce. Il y a des techniciens du cinéma, il y a des éclairagistes, il y a des maquilleurs, il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, des directeurs. Il y a beaucoup de comédiens qui ont commencé dans nos métiers. Hein. Moi, je me souvenais, je racontais tout à l'heure Guillaume Gallienne, où on partait avec Vincent Malone, enregistrer sa voix vite fait pour faire une voix maquette sur des films publicitaires. Il y a de ça des années, bien avant qu'il ne devienne Guillaume Gallienne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de talents créatifs, c'est important que nous les fassions travailler parce que c'est eux qui nourrissent aussi la valeur créative de nos métiers. C'est eux qui créent l'écosystème culturel dans lequel les marques ont envie de s'inscrire. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'enjeu de la production française,
est un enjeu important qu'on voulait partager avec vous parce que c'est un enjeu dont on parle très peu au moment des productions et pourtant qu'il y a un enjeu voilà, qui permettrait de résoudre beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, de valoriser beaucoup de savoir-faire. Merci. Merci. C'est pas tout à fait une question, mais plutôt un caveat, enfin une incitation à la prudence. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, en d'autres termes. Je comprends parfaitement, enfin, je suis parfaitement d'accord, surtout, avec tout ce que disait notamment Bertille, en premier lieu, un propos de l'imaginaire, enfin les images qu'on met dans les têtes des gens, parce qu'effectivement, à force de tourner des films en Lituanie ou en Slovénie, on va donner à penser aux gens qu'il n'y a que des maisons en bois en France, vous voyez, ce qui est idiot en termes de paysage. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Ceci posé, il y a un aspect de ce que vous avez mentionné qui me laisse un peu plus songeur, c'est la recherche de labels étatiques, enfin, et de subventions à la clé, etc. Parce qu'on sait, vous voyez, alors là je vais me faire... peut-être paraître un peu réactionnaire, mais enfin à mon âge c'est assez habituel. Vous voyez ce que le goût de la subvention a fait à l'art contemporain ou au cinéma d'auteur. Il ne faut pas forcément être très dépendant de l'État. Ça tend à faire endormir au volant. Vous voyez aussi ce que la loi de 45 a fait à la presse magazine. J'ai bien dit magazine, je le précise pour les gens du Figaro. Pour dire en revanche, cette loi de 45 était tout à fait adaptée. Il faut faire attention à ça, parce que ça tue un peu la créativité, ça crée de l'académisme. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, même si on parle abondamment aujourd'hui de production, c'est que la publicité, c'est à la base, sans être capable de se passer de tout le reste, de la production et des autres, c'est un métier de création. Alors, je me permets de rebondir, parce que vous n'êtes pas du tout l'avocat du diable, vous êtes dans le vrai sujet. L'objectif n'est absolument pas de mettre la production en soins palliatifs. L'objectif, c'est au contraire de lui redonner une valeur. Je ne crois pas aux subventions non plus qui sont là pour juste à un moment préserver. Je crois juste qu'il faut à un moment remotiver l'excellence française, motiver le progrès. Il y a une chose qui est importante, c'est que vous dites à juste propos, faire attention aux subventions de l'État, et en même temps, on doit faire attention à ce que le coût de l'État amène aujourd'hui à la production. Le coût de l'État sur une demande plus responsable, plus écologique, etc. C'est tout à fait normal, on en a besoin. Ça s'appelle la démarche de progrès et elle est nécessaire pour nous-mêmes, nos enfants et les prochaines générations. Mais il faut trouver cet équilibre entre ce que cela nous coûte et pourrait donc nous amener à aller tourner plus à l'international parce que nous avons tous des enjeux économiques et qu'il faut rester dans des enveloppes. À l'inverse, de temps en temps, cette schizophrénie de se dire en fait, il faut qu'on fasse mieux, mais on va aller tourner à l'international et on va oublier le coût de déplacement, etc. C'est là où je dis, en fait, il faut que l'État réussisse à nous accompagner dans une juste justesse, mais ne pas rentrer dans cette... C'est une très bonne image, la loi de 45, qui à un moment a été complètement déviée. Donc vous avez complètement raison, et c'est pour ça qu'il faut réussir à être dans le progrès, et le label est peut-être un progrès, sachant qu'il y a un point extrêmement important, c'est que dans toutes nos réflexions, nous n'avons jamais voulu avoir qu'une approche d'argent, parce que le citoyen n'en a rien à faire. Or, nous faisons ce métier à un moment pour travailler avec aujourd'hui nos citoyens, pour aider à des nouveaux imaginaires, à des changements de perception, etc. Et donc, il faut aussi qu'on revalorise nos métiers auprès du citoyen. Et donc, de lui remontrer une réalité et donc des engagements d'entreprises qui ont le courage de localiser leur production en France, de faire des films près de chez nous, avec des paysages près de chez nous, et le citoyen doit aussi s'en rendre compte. Donc, c'est un mixte qu'il va falloir essayer de trouver. Est-ce que j'ai pu répondre à votre...
J'avais une question tout à l'heure dans une autre présentation. Donc on voyait la chaîne complète de production, de la phase de setup, la déclinaison et le post-prod. Est-ce que là, on se parle essentiellement de la production et du shoot et de cette excellence qu'il faudrait relocaliser, ou dans toute cette chaîne de prod, il y a quand même des étapes que l'on peut laisser en nearshore ou offshore avec quand même une plus-value pour les clients, en se disant si c'est pas fait en France, il n'y a pas d'impact pour la France, pour le citoyen, pour le client. Et du coup, quelle étape on pourrait continuer à externaliser? C'est une bonne question. Oui, alors vous avez raison. C'est-à-dire là, on parle de la partie production, tournage, etc. La partie post-production, pour nous, est intégrée dedans. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans des termes techniques, mais toute la production qui est directement liée à la production est un tout, en fait. Est un tout, effectivement, et fait partie de ces sujets de relocalisation. Après, effectivement, pour faire référence on va parler de toute la partie amplification, déclinaison, les langues, etc., les traductions, etc. Aujourd'hui, clairement, ces sujets-là sont quasiment plus en France, voire automatisés, en cours d'automatisation en plus. Donc, sont des sujets qui sont, comme Gauthier en a parlé, qui sont beaucoup dans des plateformes offshore. En tout cas, tous les grands groupes et toutes les sociétés de production aujourd'hui utilisent ces plateformes. Et pour l'instant, ça perdure. Le vrai enjeu de demain, il est techno, en fait. Et c'est là que l'enjeu de relocalisation refait surface. C'est-à-dire, c'est pareil, je ne vais pas devancer la table ronde suivante, mais c'est le vrai sujet, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle sur tous ces sujets-là. Quand on parle de traduction, quand on parle de voix off, quand on parle de relocalisation, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais aujourd'hui, il y a des choses, vous seriez extrêmement surpris de voir de la qualité et l'automatisation. Kevin, on parle de lipstick, de voix. J'ai mon camarade Christophe là-bas qui me règle beaucoup d'attention parce qu'il est sur ces sujets-là, mais des choses qu'on faisait qui nécessitaient de partir, de sélectionner des acteurs, etc. En 5 minutes, aujourd'hui, lipstick intégré, vous pouvez faire des traductions automatisées. On n'en est qu'au début, mais le transfert va être là. Le transfert va être technologique sur tous ces sujets-là. Donc pour répondre à votre point, là on parle de production, post-production, tout ça est intégré, parce que de toute façon, c'est un tout. Il n'y a pas de production sans post-production, de toute façon, pour livrer un produit fini. Tout ce qui est déclinaison, amplification, déclinaison de format, etc., aujourd'hui, effectivement, est encore majoritairement sur des plateformes offshore, qu'elles soient dans les pays de l'Est, en Inde, peu importe où. Et l'étape de demain, on revient sur le sujet de relocalisation grâce à l'évolution technologique, en fait. Il y a aussi la phase de pré-prod, planification. Donc, il y a un planificateur, il y a tous ces profils-là. Et du coup, est-ce qu'avec l'automatisation ou même des ERP, des logiciels, c'est aussi cette phase de pré-prod qui pourrait être ailleurs, mais tout en gardant une bonne coordination de projet? La phase de pré-prod, elle reste intégrée. C'est-à-dire quand vous... là, et elle est notamment proche, c'est l'intervention précédente, notamment celle de Christopher qui disait la phase de prod, elle est intégrée notamment à celle-là des proches de la création. C'est-à-dire que c'est toute la préparation en amont. Celle-là, elle n'est pas à l'extérieur, elle reste localisée. Et elle est surtout, celle-là, très liée et proche de la partie création, proche du RSE aussi, exactement comme l'expliquait la table ronde précédente. Si on veut en plus avoir des sujets éco-produits, il faut qu'ils soient intégrés dans cette partie de pré-prod. Je crois qu'Alison l'a très bien dit, quand on la prévient 2 jours avant, effectivement, elle met des gourdes. Quand c'est intégré en amont, ça fait tout ça est dans la pré-prod. Ça n'est pas du tout, reste évidemment intégré. Et plus que jamais demain, d'ailleurs, parce que toute l'arrivée de ces outils technologiques à base d'intelligence artificielle doivent être intégrés dans la partie de pré-prod. Parce que, et notamment les premiers métiers qui sont impactés, c'est la post-production. C'est comment, effectivement, je conçois, je pré-prends en amont, je travaille avec la création, en intégrant tous ces outils-là derrière, en amont. Et ça reste local. Ça ne peut pas être externalisé, ça. Bonjour, je me posais la question
J'ai bien compris tous les enjeux de relocaliser la production en France, de l'optimiser d'un point de vue budgétaire en capitalisant davantage sur les nouvelles technologies. Mais dans ce cas, je me posais la question du fait de faire appel à des nouvelles technologies. Est-ce qu'on ne perd pas un peu cette valeur ajoutée de relocaliser en France ? En gros, remplacer l'humain par la machine sur la production pour rencontrer les budgets des annonceurs. Est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence en fait sur est-ce que ce serait pas cette limite à la relocalisation ? Bon, je pense que ça va être exactement le thème de la table suivante, mais vous avez tout à fait raison. L'enjeu après, c'est pas d'être contre la démarche de progrès. Je pense réellement qu'il faut qu'on défende aussi à un moment l'excellence créative, l'excellence de la production française. C'est extrêmement important, mais vous avez raison. Il y a toujours quelque part une schizophrénie. Ça sera la parfaite transition de la table d'après. C'est doit-on opposer à un moment la valeur talent à la valeur de l'innovation et de la technologie ? Mais là, je vais laisser mes petits camarades. Et vous avez 4 heures. Mais une super introduction. Merci. Grâce à votre question.